Eh bien, après les élections qui ont été des élections régionales et locales, on peut constater à la fois une victoire politique du chavisme, qui confirme d'une certaine manière l'évolution de ces derniers mois, qui était marquée par le recul de l'influence de l'opposition en général, du projet de gouvernement par intérim créé par les États-Unis autour de Juan Guaidó, et l'émiettement de l'opposition, qui est revenu dans son immense majorité à une position de coexistence institutionnelle et de dialogue avec le gouvernement, donc avec le chavisme. Donc le chavisme a réussi à gagner les élections, puisqu'il a remporté la plupart des États et plus de la moitié des mairies, et en même temps on constate que l'ensemble des oppositions sur un plan strictement numérique est aujourd'hui, si on les ajoute toutes les unes aux autres, forme un bloc plus important que le chavisme. Le chavisme est aujourd'hui la minorité la plus grande et la mieux organisée, pour autant que les oppositions historiques demeurent relativement fragmentées. Le danger, si l'on veut, pour le gouvernement, pour Maduro et pour le chavisme, c'est un scénario d'union de l'opposition qui, comme on le sait, rencontre à la fois des problèmes, des obstacles de fond, de divergence, des obstacles géopolitiques, le rapport aux États-Unis plus proche ou moins proche, et évidemment des obstacles de forme, d'ambition, de personnalité, de leadership, etc. Donc aujourd'hui, on peut conclure que le chavisme a consolidé, si l'on veut, son contrôle sur le pouvoir et la force dominante, mais dans une position qui ne peut plus être considérée comme une position majoritaire. Et c'est quelque chose à garder à l'esprit dans la perspective potentielle d'une élection présidentielle en 2024. Alors, le Venezuela a déjà connu la croissance économique en 2021. C'est la première fois depuis le début de la terrible crise économique et sociale qu'il traverse depuis des années. Une croissance que l'on estime, la Banque internationale Crédit Suisse par exemple, estime à 8,5 points de croissance. Le gouvernement est à 7, 7,5. C'est une croissance forte. Après des années de destruction économique que l'on calcule. C'est difficile en réalité de donner un chiffre, mais certaines estimations disent que 75% de l'économie vénézuélienne est partie en fumée. Produit à la fois de cette sorte de tempête parfaite qui s'est abattue sur le pays, à la fois d'une tendance, si l'on veut, à la récession et aux difficultés macroéconomiques, déjà dès 2014, avec la chute des prix du pétrole, des difficultés dans la politique macroéconomique vénézuélienne, mais surtout l'imposition de sanctions américaines qui ont frappé directement l'industrie pétrolière, la Société nationale pétrolière et l'État. La Banque centrale, le ministère des Finances, l'État vénézuélien n'a pas accès à la Banque internationale, ne peut pas commercer avec le reste du monde, et Dieu sait si c'est important dans un pays qui exporte son pétrole. Donc il y a eu des effondrements. Alors la question est de savoir comment, dans ce cadre, puisque les sanctions n'ont pas été flexibilisées, les sanctions imposées par Trump ont été continuées, si l'on veut, sous Biden. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, entre-temps, en 2018, le gouvernement de Maduro a fait volte-face sur sa politique macroéconomique en légalisant la circulation du dollar. Donc, on dit que le Venezuela est dollarisé, il l'est en partie. Ce n'est pas comme en Équateur, par exemple, ou au Panama, où le dollar est utilisé comme la monnaie nationale. Le dollar circule dans l'économie vénézuélienne, alors que le bolivar reste la monnaie nationale, mais c'est une monnaie qui a facilité le commerce, déjà parce que l'hyperinflation avait liquidé la valeur de la monnaie locale, donc il n'y avait pas de billets, même pour faire des petites transactions quotidiennes. Deux, il était impossible de calculer les prix, même les coûts, les prix de revient, etc. L'économie a été déstructurée par l'hyperinflation,
la circulation du dollar a eu un effet stabilisateur. Sans doute en créant des inégalités, puisqu'il faut avoir un revenu en dollars maintenant pour pouvoir se procurer des biens et des services. Mais les problèmes, par exemple, d'approvisionnement, qui étaient récurrents au Venezuela, n'existent plus. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de biens et des services dans les villes vénézuéliennes. Donc, une économie qui a pu repartir, qui a pu commencer à refonctionner, tout simplement. Et ça, en soi, dans une économie qui était en hyperinflation, est un facteur de croissance économique. Mais en plus de ça, cette stabilisation a permis que l'industrie pétrolière vénézuélienne commence à refonctionner. Avec un élément important, c'est que l'État vénézuélien a décidé, pour la première fois, de permettre que le secteur privé, qui lui n'est pas sanctionné, donc c'est l'État qui est sanctionné, le secteur privé n'est pas sanctionné, participe de l'économie pétrolière, en particulier participe de l'exportation du pétrole. Donc la Société nationale ne pourrait pas vendre son pétrole, puisque les contreparties ne veulent pas la payer, ne veulent pas signer des contrats avec elle. Donc la Société nationale extrait son pétrole, le vend à des privés vénézuéliens qui, eux, l'exportent et le vendent en Asie. Ça a permis que la production pétrolière recommence à s'organiser. Donc d'un minimum historique de 300 000 barils, qui n'est que 10%, 300 000 barils par jour de production, qui n'est que 10% de la production historique du Venezuela, qui était de 3 millions de barils. Aujourd'hui, on approche le million de barils par jour. Donc on a multiplié par 3 en une année et demie depuis que ces mesures ont été mises en pratique. Et donc l'économie pétrolière refonctionnant, les devises internationales revenant au pays par le biais de ce commerce de pétrole. Donc aussi, il y a eu à nouveau un regain d'investissement des activités commerciales, etc. Donc du coup, une récupération économique. On est encore dans une économie qui est beaucoup plus petite que celle qui existait au Venezuela en 2013. Mais voilà, au moins, on est à nouveau dans une tendance de croissance économique qui reste à confirmer et qui probablement se confirmera en 2022. Les États-Unis en particulier, qui ne reconnaissent pas l'existence d'un gouvernement à Caracas et donc ont reconnu un gouvernement aérien, enfin, ont donné une légitimité à une partie de l'opposition vénézuélienne comme représentant l'État, basait ce raisonnement sur le fait que l'élection de 2018 de Maduro n'était pas légitime à leurs yeux. Donc le mandat étant un mandat de 6 ans, la période pendant laquelle Nicolás Maduro sera président du Venezuela finit en 2024. Donc il y a une certaine contradiction à dire d'un côté, il y a effectivement une évolution, puisque la politique des États-Unis était ouvertement sous Trump le changement de régime, donc cherchait à renverser, en clair, le gouvernement vénézuélien. Sous Biden, sans l'utilisation du mot, c'était à peu près la même chose, dans le sens où les sanctions et les politiques hostiles au gouvernement vénézuélien étaient restées en place. Mais le fait d'acter qu'effectivement il doit y avoir des élections en 2024, c'est d'une certaine manière reconnaître qu'ils ont non seulement échoué dans la politique de changement de régime, mais qu'il y a une autorité au Venezuela dont le mandat finit en 2024. Donc ça reflète un peu toutes les ambiguïtés dans lesquelles, à la fois, cette opposition représentée par Guaido, qui reste aujourd'hui le noyau dur, très petit, autour duquel se compose le gouvernement par intérim et les administrations américaines, qui doivent gérer une situation totalement absurde de non-reconnaissance d'un gouvernement qui gouverne au Venezuela et de soutien à un groupe d'opposition qui est de plus en plus minoritaire. Donc c'est une évolution, au moins dans la pratique, même s'ils ne le disent pas ouvertement, qui est une évolution positive, je dirais. Maintenant, la question est de savoir si cette évolution va se confirmer dans les faits, c'est-à-dire d'ici 2024, que va-t-il se passer? Est-ce que les États-Unis vont, comme ils l'ont dit mais ils ne l'ont pas fait, avoir une attitude d'assouplissement ou voire de levée des sanctions qui ont été mises en place, on le rappelle, pour susciter un changement de régime auquel ils ne croient plus? Donc quelle est la justification pour maintenir un pays exclu des circuits économiques avec tous les effets négatifs que ça a surtout sur la population vénézuélienne sous sanctions? Est-ce qu'ils seront capables de voir un assouplissement des sanctions assouplissement des sanctions que l'on peut anticiper est aussi une précondition posée par le gouvernement vénézuélien pour avancer
dans les discussions avec toutes les oppositions, de façon à créer des conditions pour qu'il puisse y avoir des élections à la fin du cycle présidentiel, donc en 2024.